Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse d'articles que vous avez préférés d'Air Cosmos, avec au menu cette semaine l'avion de 6e génération, le Tempest britannique, qui accumule les accords pour accélérer son développement, les États-Unis qui analysent le remplaçant de l'avion radar et de guerre électronique, le E-3 Sentry, le bilan de l'année spatiale 2021 avec quand même quelques surprises, les résultats qui commencent à tomber notamment pour Airbus, Air France et plein d'autres, des news également sur la chasse, mais on commence par l'analyse de la doctrine russe de bombardement à longue distance. Parce qu'en réalité, en Russie, il n'existe pas de bombardier furtif ou totalement furtif tel qu'on l'entend. Il y a trois modèles. Il y a évidemment le bombardier lourd, le Tupolev 95 MS, qui a été lancé en 1956, qui est souvent moqué à cause de ses hélices, mais qui possède quand même une capacité d'emport supérieure à 11 tonnes de charge offensive. On a ensuite le Tupolev 22 M3, qui date de 1983, qui pèse 58 tonnes à vide, mais qui peut emporter 12 tonnes d'armement, qui est capable de voler à Mach 1,9, qui a une géométrie variable, avec un rayon d'action de combat de 2500 km. Il y a enfin évidemment le Tupolev 160, le gros, le stratégique, qui est sorti à la fin des années 80, qui pèse 110 tonnes à vide, qui est capable d'emporter 45 tonnes d'armement, qui peut voler à plus de Mach 2, à géométrie variable, avec sa couleur blanc, qui est spécifique de tous les appareils qui sont capables de résister au flash nucléaire. C'est aussi pour ça qu'il s'appelle le signe blanc. Et son équivalent occidental, ce serait le B-1B lanceur américain, qui est sorti en 1986, qui vole de son côté à Mach 1,3, qui est capable d'emporter 34 tonnes d'armement dans sa soute interne et 23 tonnes sous pylône. Et son rayon de combat, par contre, est beaucoup plus important, à 5500 km. Mais les États-Unis ont surtout le B-2, l'avion furtif ultime, qui lui, de ce côté, n'a pas d'équivalent, parce que quand on parle d'avion furtif, on pense évidemment d'abord au F-117, au F-35, au F-22, au B-2. Ces appareils-là n'ont pas aujourd'hui d'équivalent du côté russe. Mais par contre, la Russie relance la production de son appareil, le Tupolev 160 M2, on a parlé il y a quelques semaines, pour pouvoir augmenter sa flotte et plus ou moins s'aligner sur le B-1B américain, puisqu'il y a seulement 19 Tupolev 160 en activité, contre une centaine de B-1B, et en même temps, la Russie développe le Pak DA, qui se veut le vrai premier bombardier furtif russe, qui est vraiment l'équivalent du B-2, et donc l'équivalent du B-21 Raider, qui est le successeur du B-2. C'est-à-dire que ce sont des appareils qui sont a priori subsoniques, et pour le B-2, qui a une capacité d'emport de 23 tonnes d'armement en soute. Mais du coup, jusqu'à maintenant, cette absence de furtivité et la portée opérationnelle qui était un petit peu plus faible de la part des bombardiers russes par rapport aux bombardiers américains, elle était compensée par des missiles de croisière qui, par contre, sont super intéressants et qui sont parfois furtifs, notamment le KH-101. Il a été testé en 2003, il est opérationnel depuis 2012, il pèse 2,3 tonnes au lancement, dont 450 kg d'explosifs, donc c'est l'un des plus lourds au monde. Il a une vitesse de croisière de seulement Mach 0,58 grâce à des simples turbofans au lieu d'avoir des tas de réacteurs. Mais du coup, ça permet d'avoir un moteur qui est simple et léger, qui a une consommation qui est réduite et qui lui confère une autonomie de 5 à 6 heures de vol. C'est-à-dire qu'il a une portée opérationnelle confirmée de 2800 km et même 4500 km qui ont été annoncés aussi grâce aux ailes déployables qu'il possède et qui permettent du coup de voler réellement comme un petit avion. Côté furtivité, évidemment, et en plus il a des gros avantages, il est capable d'avoir une trajectoire surbaissée, c'est-à-dire il vole entre 30 et 60 mètres d'altitude, c'est-à-dire sous le cône de détection des radars, d'autant plus qu'il est évidemment lié au GPS russe qui s'appelle le GLONASS, avec un système de reconnaissance optique du terrain pour identifier ses cibles, mais aussi pour naviguer, donc c'est très difficile à brouiller. Et il est composé de matériaux absorbants furtifs, comme le B-2 américain ou le F-22, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir l'appareil qui est lui-même furtif, c'est le missile qui est furtif. Son équivalent américain, c'était l'AGM-86 ALCM, qui était tiré depuis les bombardiers B-52, qui avait une capacité de vol de 4h30 et qui volait par contre de son côté à quasiment la vitesse d'un avion de ligne. Il a été retiré du service il y a quelques années et il est simplement remplacé par l'AGM-158 qui pour sa part a une portée inférieure à 1000 km et en Europe en missile de croisière on est plutôt sur le Scalp qui a une portée qui est autour de 500 km au maximum. Donc la Russie va continuer à monter en puissance avec ce binôme entre les bombardiers et les missiles furtifs. Et de toute façon, les missiles sont absolument centraux dans la stratégie russe, parce que sur les 6 nouvelles armes stratégiques qui ont été dévoilées par le président Poutine en 2018, 4 sont des missiles, notamment le missile intercontinental Sarmat de 200 tonnes, les 2 missiles hypersoniques, dont le Kinjal, qui est le premier missile hypersonique en activité au monde, on en a parlé, déployé sur le MiG-31K,
un programme beaucoup plus secret comme le missile à propulsion nucléaire Burevestnik, le 9M730, qui est théoriquement avec une capacité de vol illimitée. C'est-à-dire que théoriquement, il pourrait même attaquer à revers, faire le tour du monde, pourrait voler pendant des jours et des jours jusqu'à finalement ce qu'on lui donne l'ordre de tirer. Ce qui veut dire aussi pour les Américains, en tout cas pour la cible, qu'il ne faut pas juste se préparer à être attaqué du côté de la Russie, mais aussi à revers. Donc c'est très compliqué à gérer. Par contre, il y a eu un accident en 2019, il y a eu des grosses détections de radionucléides dans l'atmosphère autour de la région. Donc on ne sait pas exactement où en est ce dossier. En tout cas, c'est évidemment des armes qui sont très particulières. Il y a également, en dehors des missiles, les armes laser et un submersible ultra rapide, beaucoup plus rapide que les sous-marins. On passe aux chasseurs et comme attendu, on commence à avoir des signaux pour l'acquisition du F-15EX de Boeing par l'Indonésie en complément du Rafale. C'est-à-dire que l'on a la Defense Security Cooperation Agency américaine qui a émis l'autorisation pour des futures commandes du F-15 par l'Indonésie. Les deux appareils, ils sont très clairement complémentaires. Le Rafale, il est omni-rôle avec ses missiles RR qui ont une plus longue portée que celle du F-15. Et même si le Rafale a un meilleur ratio arme-emportée par rapport au poids de l'avion, le F-15, c'est réellement un vrai camion à bombe. Il a des capacités incroyables, il peut emporter jusqu'à 22 missiles RR. Il vole plus haut, il vole plus vite. Par contre, il n'a pas la capacité super croisière. Son gros défaut serait plutôt au niveau de sa surface équivalent radar. Le F-15EX, c'est à peu près 10 mètres carrés de surface équivalent radar, contre seulement 0,1 mètre carré pour le Rafale, et ce sera certainement encore moins avec le Rafale F4, puisqu'il y a des évolutions également sur sa structure qui permettra de réduire encore sa surface équivalent radar. Or, en capacité de détection par un radar ennemi, on se fait détecter 2 fois plus loin si on a une surface équivalent radar qui est multipliée par 10. C'est-à-dire que le F-15EX il se fait détecter à 200 nautiques par le système S-400 russe. Ça, c'est une fiche comparative américaine. Donc le Rafale, évidemment, qui est 100 fois plus petit en termes de surface équivalent radar, se fera détecter 4 fois moins loin, c'est-à-dire à 50 nautiques. Et si vous êtes curieux, le F-35, c'est officiellement 21 nautiques de détection. Donc là, on est vraiment sur des distances qui permettent de tirer directement sur le S-400. Le F-15, également, il est plus cher à l'emploi, il est autour de 27 000 $ de l'heure de vol, ça c'est un objectif pour 2025, et également des petits signes pour l'exportation du F-15 vers l'Inde, avec une autorisation encore une fois qui a été émise par les États-Unis, parce que le F-15 y participe à la compétition MRCA 2, qui doit permettre de fournir 110 avions à l'Inde, une compétition dont le premier volet avait été gagné par le Rafale contre le MiG-35, l'Eurofighter, le F-18, le F-16, le Gripen entre autres. On retourne en Europe avec la Grande-Bretagne et son Tempest qui multiplie les accords et les partenariats. Vous savez qu'il y a plusieurs programmes de chasseurs de 6e génération. Le NGAD aux États-Unis qui connaît une déclinaison pour l'armée de l'air et une autre pour la Navy. Le NGF qui appartient au programme SCAF qui est géré notamment par Dassault et Airbus pour la France, l'Allemagne et l'Espagne. Le Tempest, lui, de son côté, c'est la Grande-Bretagne avec British Aerospace, l'Italie avec Leonardo et la Suède avec Saab. Et au Japon, il y a le FX qui est développé par Mitsubishi Heavy Industries. Du coup, il y a eu un premier accord entre la Grande-Bretagne et le Japon pour développer un moteur commun par Rolls-Royce avec déjà 270 millions de $ qui ont été avancés par le Royaume-Uni. Et cette fois, l'objectif c'est de développer un capteur commun dédié à la guerre électronique qui s'appellerait le Jaguar, qui doit permettre d'identifier des systèmes mais aussi de brouiller les radars adverses. C'est un partenariat qui doit durer 5 ans avec une maîtrise d'œuvre qui est réalisée par Leonardo UK, mais aussi évidemment du côté japonais, ils vont travailler sur ce sujet-là. Donc on a quand même un rapprochement de plus en plus important de la part du programme britannique et du programme japonais. On va voir jusqu'à où ça peut continuer comme ça, mais c'est quand même très intéressant de leur côté, sachant évidemment que les Anglais avaient essayé de faire rentrer l'Inde dans leur programme Tempest, et les Indiens avaient refusé. Donc on verra bien où est-ce que ça les mène, parce que les Indiens également ont des programmes très avancés pour aller sur un appareil également de 6e génération. En ultra bref maintenant, on a les 2 premiers J-10C aux couleurs des forces aériennes pakistanaises qui ont été aperçus sur une base aérienne au Pakistan. Ils doivent bientôt être opérationnels avec probablement 25 avions qui ont été commandés. Évidemment, l'arrivée de cet appareil d'origine chinoise, c'est une réponse du Pakistan aux 36 Rafales qui ont été commandés par l'Inde. Sur le papier, c'est des appareils qui font la même taille, qui ont la même classification génération 4.5+, mais en réalité, les capacités réelles de l'avion sont mal connues. A priori, il y a des missiles qui portent très loin également, et c'est surtout sur ces moteurs qu'on a de sérieux doutes, à moins d'équiper l'avion avec des moteurs russes qui sont très largement supérieurs à ce que font les Chinois, qui ont toujours des difficultés aujourd'hui pour développer les moteurs.
On passe au civil avec les résultats des entreprises qui commencent à tomber et qui sont réellement révélateurs des différentes dynamiques qu'on peut observer. D'abord, on a Airbus qui affiche des bénéfices records avec un résultat net de 4,2 milliards d'euros en 2021 après une perte de 1,1 milliard en 2020. Les efforts très clairement ont payé et c'est aussi révélateur d'une reprise des commandes et des livraisons. On avait seulement 268 commandes nettes en 2020, on en a eu 507 en 2021. Je vous rappelle que le salon aéronautique de Dubaï en 2021, en novembre, a été meilleur en nombre de ventes que le Bourget de 2019. Et donc on a également 611 livraisons, donc du côté industriel, ça recommence quand même bien à prendre, avec un objectif en 2022 d'arriver à 720 avions, ce qui serait le record absolu d'Airbus depuis sa création. Toutes les divisions du groupe progressent réellement, la partie hélicoptère, la partie défense, la partie spatiale, avec une totale des prises de commandes de 62 milliards d'euros, donc ça monte quand même très très haut, et tout en maintenant une bonne maîtrise du coût. Donc on est vraiment sur une optimisation géniale. Le carnet de commandes du coup il s'établit à 7082 avions, c'est-à-dire 398 milliards d'euros. Et côté emploi, évidemment, il y a eu 10 000 départs volontaires et des départs à la retraite également qui ont été non remplacés pendant la crise. Du coup maintenant cette année, il y aura 6 000 embauches pour suivre du coup cette remontée en puissance. Les points forts pour Airbus en ce moment sur les ventes, évidemment, c'est la réussite de l'A350 version fret. Il y a encore eu des commandes cette semaine de Singapore Airlines. Et la part de marché croissante du monocouloir qui se porte le mieux, avec évidemment ce monopole dont je vous ai déjà parlé sur l'A321 XLR. Deuxième nouvelle avec Aéroport de Paris qui pourrait de son côté sortir du rouge. Le chiffre d'affaires en 2021 a été de 2,8 milliards d'euros avec 160 millions de passagers sur l'ensemble du groupe, soit plus 37%, dont 41,2 millions pour Paris Aéroport. La moyenne du groupe, du coup, on pourrait espérer un rétablissement au niveau 2019 en 2024. Par contre, pour Paris, ce serait seulement en 2026 qu'on reviendrait au niveau de 2019. Donc, il va falloir attendre au moins 2 ans de plus pour la France par rapport au reste du monde, sur lequel le groupe ADP est très très présent. En dernier, on finit avec Air France qui de son côté a des pertes nettes à 3,3 milliards d'euros en 2021. C'est 2 fois moins qu'en 2020. Évidemment, le chiffre d'affaires a réaugmenté puisqu'on a fait plus 29% avec 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais ça reste très inférieur aux 27 milliards d'euros qu'on avait avant la crise. Il y a quand même des bonnes nouvelles, ça s'améliore, la dette a été réduite de 2,8 milliards d'euros, les augmentations de capital évidemment y ont contribué, et les liquidités sont satisfaisantes avec plus de 10 milliards d'euros, donc ils sont relativement sereins de ce côté-là. Un tout petit mot sur l'aviation d'affaires qui ne s'est jamais aussi bien portée avec énormément de vols et on bat partout les records. Il suffit de regarder les courbes d'Eurocontrol pour s'en rendre compte. Mais du coup, il y a Cessna Citation qui livre son 8000 appareils depuis 1972. Il y a 30 modèles qui se sont succédés et 6 modèles qui sont actuellement en production, de la catégorie légère avec le M2 Gen 2 jusqu'au moyen, le Latitude, et le super moyen, le Longitude. Donc il y a toutes les gammes qui sont représentées. On passe au spatial avec le bilan de l'année 2021 et un record avec 134 lancements réussis sur 145 tentatives. Le précédent record il datait de 1967 avec 139 lancements, mais à l'époque on était en plein dans la compétition Est-Ouest. Il y avait notamment eu le premier lancement de la Saturn V qui devait permettre d'envoyer l'homme sur la Lune. Et donc c'est vraiment une grosse remontée depuis l'année 2004 qui était vraiment le plus bas qu'on a observé avec seulement 50 tirs à l'époque. La Chine est désormais le numéro 1 des lanceurs avec 52 tirs, suivi par les USA à 43 tirs, puis la Russie à 24 tirs, et l'Europe à seulement 6 tirs, notamment parce qu'il y en a beaucoup qui ont été reportés avec le Covid. SpaceX, de son côté, il faut imaginer, ils font plus de tirs que la Russie et l'Europe réunies, donc c'est absolument colossal. Les réussites de l'année, c'est le Launcher One qui est délivré depuis un avion déjà en vol avec Virgin Orbital. Il y a également le Rocket 3 de Astra, qui a quand même réussi, mais aussi un échec un petit peu plus tôt dans l'année. Et du côté des échecs, on a l'Alpha de Firefly au Texas, avec une défaillance sur son premier étage. Il y a également l'échec du Nouri sud-coréen, avec une avarie sur le 3e étage. Et il y a des grands absents qu'on attendait pourtant en 2021, mais tout ça est reporté encore une fois par le Covid. Le H3 de Mitsubishi, le New Glenn de Blue Origin avec Jeff Bezos, le Starship de SpaceX qui n'a toujours pas réussi à être validé par les autorités américaines, ainsi que le Vulcan Centaur de United Launch Technology. Du coup, l'année 2022, elle va être palpitante parce qu'il y a toujours autant de lancements qui sont prévus, plus d'un lancement par semaine juste pour SpaceX. Il y a tous les tirs en retard avec le Covid qui vont avoir lieu, il y a le retour également des sondes vers la Lune, il y a le début des assemblages de certaines stations orbitales, notamment la chinoise. Donc ça va quand même être une année qui va être super passionnante à suivre de ce côté-là.
On termine avec les États-Unis qui commencent à chercher un successeur pour le E3 Sentry. C'est un appareil à l'origine qui est sorti en 1977, qui est basé sur le Boeing 707, ce qui fait qu'on commence un petit peu à avoir des difficultés pour trouver des pièces de rechange. Il est reconnaissable évidemment à son rotodome qui est au-dessus de l'appareil. C'est un radar de surveillance RR, avec une capacité également de détecter des avions qui volent au ras du sol. Il sait faire de la désignation de cible pour les autres avions qui l'accompagnent et qui portent des missiles et qui sont potentiellement plus proches des ennemis, ce qui leur permet de rester discret et de ne pas se faire détecter en utilisant leur propre radar. Il a également des capacités de guerre électronique, avec la détection des radars ennemis, ce qui permet de les identifier et de les localiser par triangularisation. C'est aussi un centre de communication, il centralise les informations et les connexions des autres unités qui sont impliquées dans une opération, et c'est également un poste de commandement aérien. Il y a un parc de 31 avions. Les dernières modernisations qui sont très récurrentes au niveau américain permettent de tenir au-delà de 2030, mais les États-Unis veulent au moins 2 prototypes opérationnels en 2028, et a priori le E7 Wedgetail est le favori. De son côté, il est basé sur le Boeing 737. Ce sera évidemment plus simple pour la maintenance. Il aura une portée qui sera plus importante que les 375 km du E3, avec une capacité notamment de se focaliser sur une seule zone de détection, en augmentant du coup la puissance émettrice de ce côté-là. On accueille également un petit ATR dans la collection. Bonjour petit ATR, premier turbopropulseur qui va se trouver derrière moi. Et je vous informe également que j'ai désormais un serveur Discord sur lequel vous pouvez venir échanger. Toutes les informations sont dans le commentaire épinglé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis pas à la semaine prochaine. Il y aura un dossier spécial Rafale qui va arriver dans le prochain numéro, donc je vais faire une vidéo dédiée sur le Rafale, mais il n'y aura pas de revue de presse lundi prochain parce que c'est les vacances. J'espère que ça vous a plu, et donc je vous dis à dans 2 semaines, ou peut-être 3, on verra si vous êtes sage. Allez, ciao.